Yo la team OP c'est Blue et cette fois on se voit pour une review du chapitre 935. Un chapitre qui est ni exceptionnel ni mauvais, mais qui laisse présager de bonnes choses. Pour recontextualiser, le chapitre est centré sur deux régions, Udon est la capitale des fleurs. Le groupe de Big Mom est en route pour les mines d'Udon, et ne doit pas être très loin. Je pense qu'à la fin du prochain chapitre on les verra atteindre la zone. Rappelons que ce groupe est composé de Chopper, Okiku, Otama, Big Mom qui est leur Danny the Dog, et Momonosuke. Ces deux personnages vont être clés, surtout avec Queen et Kawamatsu à Udon. Pour Momo, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais son cri Snatch doit être un cri marquant l'hostilité qu'avaient les criminels de Kuri envers la royauté, les ancêtres de Momo. Bref, dans ce chapitre on commence par Raizo qui a volé les clés des menottes en granit. Il y a un petit gag avec le crabe qui peut marcher que de manière latérale. Ce gag est marrant tellement c'est concon. On voit apparaître Solitaire qui a le smile du singe. Elle a plusieurs bras et c'est pas une caractéristique du singe. Donc ce smile fait peut-être partie des premiers smiles, ceux qui étaient moins élaborés que celui de Speed par exemple, qui avait peu de défauts, ou quasi pas en vrai. On voit d'autres smiles dans le chapitre comme celui de Daifugo, celui-ci a 6 pattes, encore un défaut. J'entends par défaut un élément qui n'est pas adéquat avec ce que devrait être le smile, genre un défaut de fabrication. Un singe à 6 bras ça n'existe pas, même dans One Piece. Et un scorpion a 8 pattes, pas 6, donc c'est des défauts plus ou moins. Bref, on voit aussi Old Maid, le directeur, il a des cornes d'ailleurs comme Magellan. Celui-ci a aussi un smile mais d'un autre type. Si on doit rapprocher les smiles des fruits du démon, les précédents seraient des Zoan, alors que celui du directeur ressemble plus aux fruits de Daifuku. Son smile se rapproche de celui d'Oldem, mais celui-là a l'air de mieux le maîtriser. Il se sert de son éléphant pour faire des coups de vent, comme Franky, mais des coups de vent qui ont l'air chargés de gaz, à moins qu'un objet soit envoyé. Mais l'attaque se termine par une déflagration. Luffy a senti grâce à son haki l'attaque venir, mais n'a pas pu l'esquiver, soit parce qu'elle était trop rapide, soit parce qu'elle était invisible. Bref, Raizo a les clés, Luffy explose Daifugo, le scorpion, pour sauver Io. Le scorpion chope un petit seum car Luffy est enchaîné avec du granit, donc très affaibli, et même très affaibli il reste plus fort que lui. Le directeur a analysé Luffy et voit qu'il est à bout de souffle. Il explique que la force que possède encore Luffy est due à sa volonté et qui lui permet de surpasser les contraintes de son fruit. Luffy explique que le fait de garder ses menottes lui permet de préparer son corps pour pouvoir devenir plus fort sans menottes. C'est un peu le même procédé que Rock Lee avec les poids ou Goku. Bref, il attaque Luffy qui n'a pas pu se protéger car étant affaibli il n'a pas pu utiliser son haki, et là qui apparaît ? Queen et sa prime d'1,3 milliard. Bon, ça hype sûrement des gens, mais honnêtement, même si c'est cool, je ne suis pas fan du fait qu'Oda ne respecte pas l'égalité qu'il avait instaurée entre les Yonko, en tout cas à ce niveau. Il nous a expliqué que leurs forces étaient similaires. Quand je parle de force, je ne parle pas de la puissance de la personne, mais des forces qu'il a à sa disposition. Il nous avait instauré une quasi-égalité, mais par la suite il part dans une logique shonen où les primes ne font que monter. Une prime est juste un chiffre, mais ce chiffre représente la menace qu'est la personne aux yeux du gouvernement mondial. Donc en te plaçant cette prime au-dessus de celle de Katakuri, Oda te dit qu'aux yeux du gouvernement mondial, Queen est plus menaçant que Katakuri malgré tous les efforts de celui-ci, malgré l'éveil de son fruit et malgré son haki, malgré même le fait que ce soit le second de Big Mom. Donc je trouve ça assez dommage. Bref, cet été avant qu'on voit Queen, j'avais parlé du Zoan du Scorpion pour ce personnage, enfin pour la reine. Une idée qui a d'ailleurs largement été reprise, mais bon, passons. Avec ce chapitre, j'ai eu quelques idées et un Zoan me paraîtrait vraiment cool pour ce personnage. Je kifferais que ce personnage soit un genre de puce. Son côté rondouillé et musclé m'y a fait penser, il me fait vraiment penser à un insecte. En plus de ça, la peste noire dans sa forme bubonique s'est propagée en partie à cause des puces. Celle-ci s'accrochait aux rats et ça a conduit à une large propagation. Et la peste noire est une pandémie, d'où le lien avec sa calamité. De plus, cet insecte buveur de sang qui remonte au Jurassique serait parfait pour incarner sa cruauté. On apprend que celui-ci est amoureux de Komurasaki, cet élément qui a l'air à première vue banal, pourrait être utile plus tard. Il pourrait laisser présager un combat avec Yoshiro. Quand Queen va apprendre que celui-ci a sabré Komurasaki, il va sûrement vouloir en découdre avec lui. De plus c'est un sabreur donc ça pourrait être cool un combat entre les deux. Mais bro, un membre de mon serveur pense que ça pourrait laisser présager un affrontement avec Sanji. Il pourrait s'affronter pour Komurasaki. Sanji a plusieurs fois trouvé des filles à courtiser, mais n'a jamais rencontré de rival. Donc ça pourrait être cool d'aller dans cette direction cette fois. D'ailleurs, ce même membre de mon serveur a remarqué que Queen a eu la même entrée qu'Iwan Cove. Une entrée en chanson qui a des allures de show et qui se déroule dans une prison. C'est un clin d'œil intéressant à un de ses anciens arcs. Bref, les gardes l'informent de la situation pour Kid, les menottes et Luffy, et ils hurlent de vite lui apporter Luffy, ce qu'ils ont réussi à faire. Queen propose à Luffy de les rejoindre, mais dit à Yogoro qu'il va crever maintenant. On apprend qu'il y a 20 ans, c'était un homme légendaire qui avait impressionné Kaido et Orochi. Je pense qu'il a dû les impressionner lors d'un combat. Il en a peut-être blessé un des deux, ou blessé un membre important pour eux, d'où l'humiliation de le mettre en prison. Tous les prisonniers connaissent ce nom, et sont abasourdis par cette révélation.
Shinobu qui est dans les bains explique que cet homme dirigeait les souterrains de Wano et pouvait intervenir dessus. Il était très populaire et même Oden le respectait. Elle explique que s'il les rejoint, il pourrait fédérer les samouraïs. Et ça fait penser à la capacité qu'a Luffy, celle de faire que les gens de tous bords se fédèrent autour de lui. Io se verrait plus ou moins dans Luffy. Voilà pourquoi il l'apprécie autant. Ces révélations laissent selon moi présager que Yogoro pourrait posséder le Haki des rois, au vu de son charisme et sa façon de se placer même au-dessus des daimyo. On peut voir dans l'image de son apparence d'il y a 20 ans que ses cheveux étaient enflammés. Il est donc aussi possible que ce soit lui qui ait appris à Kinemon à maîtriser le feu. Bref, Nami, Shinobu et Robin sont dans des bains mixtes, des poulpes sont présents, et selon Molo de mon serveur, les poulpes sont dans la culture Jap une figure d'érotisme. Bon, on a le droit à une scène avec beaucoup de fanservice, qui nous montre que clairement, Nami fume Robin. De très loin, de très très loin. Hé hé hé. Sanji va sûrement les rejoindre au prochain chapitre. Quant au groupe de Law, ils sont à Ebizu, et apprennent que Zoro n'y est plus. Celui-ci serait parti à la recherche de son sabre qui aurait été volé. J'espère qu'il n'a pas été drogué, et j'espère aussi que ça ne soit pas une facilité pour qu'il récupère au plus vite le sabre de Luffy. D'ailleurs peut-être qu'il se dirige vers Oden pour ça, ou alors peut-être qu'il se dirige vers Amigasa là où le Tengu pourrait reconnaître son Kitetsu. Zoro et la géographie, c'est difficile de prévoir ce qu'il va faire. À la fin du chapitre, on voit que Raizo est pas loin de Luffy, Kawamatsu le reconnaît et lui demande si Momo va bien. Donc il est au courant qu'ils ont voyagé dans le temps avec lui et que la sœur de Momo n'était pas avec eux. Il est au courant pour ce qu'a fait Toki, donc va plus facilement accepter de les rejoindre. Raizo a les clés des menottes, peut-être celles des cages, sa libération présage vraiment du lourd. Espérons que son chara-design soit à la hauteur des attentes qu'on a. Oda, s'il te plaît, donne-lui du flow. Bon, avant de terminer, je tiens à répondre à la vidéo de Renoa. Il a expliqué que selon lui, Garp a refusé de monter en grade à cause du fait qu'il ne serait pas méritant. Mais selon moi, c'est aussi possible qu'il ait refusé pour ne pas avoir plus de responsabilités, donc une marge de manœuvre plus faible, et perdre en liberté. Garp n'est pas libre, et Sengoku le lui rappelle plusieurs fois. Il n'est pas libre de s'interposer, ou de se venger de celui qui a tué son petit-fils adoptif, car il a un titre, un camp, un rôle, des responsabilités. Il ne peut pas les balayer. Et à travers ce personnage, Oda oppose la liberté aux responsabilités. J'émets pas de jugement de valeur, je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, je constate juste. Les personnages les plus libres sont les personnages qui ont le moins de responsabilités. Enfin, ils en ont mais ils s'en foutent. Donc c'est comme s'ils n'en avaient pas. Kaido et Big Mom sont assez puissants pour balayer leurs responsabilités et faire comme s'ils n'en avaient pas. Ils font ce qu'ils veulent, malgré leurs responsabilités. Et pour moi, ça c'est un comportement irresponsable. Big Mom est assez irresponsable pour détruire son île, tout ça pour un gâteau, et cacher derrière ça le fait qu'elle ne serait pas dans son état normal, c'est ne pas assumer, donc ne pas prendre ses responsabilités, donc être irresponsable. Elle n'assume même pas le fait d'avoir bouffé Carmel, et n'accepte pas la réalité. C'est un comportement enfantin, un comportement de personne irresponsable. Elle est aussi assez irresponsable pour aller sur les terres de Kaido sans craindre de déclencher la plus grande guerre que ce monde ait connue, tout ça pour une vengeance. Et Kaido, tout comme Big Mom, ne prennent pas sur eux la responsabilité en cas d'échec de leurs subordonnés. Snack, après une défaite, a été rétrogradé. Après, ça n'a rien à voir avec le fait d'être pirate ou de ne le pas l'être. Il y a des Yonko responsables, par exemple Barbe Blanche. Il a pris sur lui la responsabilité de la mort de Satch, il le dit dans le chapitre 434. Il prend devant le monde entier sur lui la responsabilité de la capture de Ace au chapitre 552, et ça même s'il n'était pas responsable, mais toutes ces responsabilités ont conduit à sa mort et celle d'Ace. Donc Oda nous montre que trop de responsabilités tue, et c'est une source d'échec, en avoir peut castrer et réduire la marge de manœuvre ainsi que les libertés, et en avoir mais les balayer d'un revers de la main comme si on n'en avait pas, donne beaucoup de liberté. Je trouve personnellement ce message un peu con si vous voulez mon avis, genre irresponsabilité égale liberté. J'ai pas vraiment de réponse à donner, c'est juste une réflexion que j'ai par rapport à sa vidéo, que je vous invite d'ailleurs à voir, elle est en description. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Oublie pas de rejoindre mon serveur Discord et celui de Little Garden, les liens sont en description. Dis-moi ce que tu as pensé de ce chapitre, des différents points que j'ai abordés, de la review. Oublie pas de liker si ça t'a plu, et de me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Ciao la team, et oubliez pas, le One Piece existe.